Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bien, nous allons poursuivre et donc engager discussion de la table ronde. Cette table ronde, c'est pour mettre un tout petit peu plus de débat de politique économique dans ces journées. Donc je remercie ceux qui ont accepté d'être là, évidemment Nick, mais nous sommes co-organisateurs de ce point de vue, donc Jean Tirole, Henri Tulkens et Thomas Sterner. Et je me propose de faire un premier tour de table autour de 4 questions auxquelles chacun répondra un petit peu à sa manière. 4 questions qui touchent à 4 sujets assez différents associés aux problèmes climatiques. Alors, première question que j'adresse à tout le monde, est-ce que dans la période actuelle, qui est l'après-Copenhague, l'avant post-Copenhague, est-ce qu'il y aurait une initiative diplomatique, est-ce qu'il y aurait une idée à lancer qui, en quelque sorte, serait favorable à la progression des négociations? Est-ce que vous pouvez suggérer une initiative diplomatique utile? Donc, première question. Deuxième question, on a beaucoup parlé de recherche, en particulier ce matin. Est-ce que vous avez une idée sur les priorités de la recherche technologique? On a parlé du solaire, du nucléaire ce matin, dans toute une série de... Et Philippe a parlé de la recherche en général. Maintenant, est-ce que vous avez des idées, ou est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette question, ou est-ce que la réponse à cette question est que il faut lancer des recherches multiples sur de multiples terrains? La question, malgré tout, des priorités peut se poser. Si on veut subventionner les technologies propres, comme le veut Philippe, on aura peut-être des choix à faire entre celles qu'on veut subventionner. Donc, c'est ma deuxième question. Troisième question, alors là, on change un tout petit peu, c'est toujours la recherche. Mais je voudrais demander, parce que finalement, c'était un peu en filigrane dans le débat, c'est en filigrane de ce colloque, quels sont les domaines de la recherche universitaire, de la recherche académique, qui vous semble devoir être le plus exploré? Alors je crois que chacun d'entre nous autour de cette table a ses préférences qui sont liées à ses propres recherches, mais peut-être il serait bon que l'on s'exprime sur ce sujet et que l'on dise des choses qui parfois sont non dites, ça peut être utile. Et dernière question, est-ce qu'il y a une mesure de politique économique aujourd'hui qui vous paraît particulièrement importante, dont la mise en œuvre vous paraît particulièrement importante? Est-ce que vous avez une suggestion à faire, je ne sais pas, aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'Inde, à la Chine, pour une mesure de politique économique? Est-ce que vous voulez une taxe carbone généralisée, un ajustement aux frontières, ou au contraire pas d'ajustement aux frontières, un lien environnement, commerce? Voilà, donc c'est un petit peu mes 4 questions. C'est extrêmement large. Je pense que chacun d'entre vous n'aura pas envie de répondre peut-être aux 4 questions, mais je pense que je me propose de faire un premier tour de table, quitte à rebondir à partir de ce qui a été dit. Donc, je crois, Nick, que tu es le premier sollicité, à moins que tu souhaites que l'on fasse passer d'autres et que tu conclues. Donc, je te passe la parole, Nick. On parle question par question, alors on commence. Oui. On prend question par question. Non, oui. Tu réponds sur les 4 questions. Je pense que tu préfères répondre question par question. Oui. D'accord, très bien. Okay. Première question, alors, Nick. Sur les initiatives de point de vue diplomatique, il faut être très court, alors je souligne seulement 2 choses. C'est de bien préparer. Si on essaie à négocier sans préparation, c'est un échec. Alors, maintenant, on a les travaux sérieux, les
sur le sujet de financement, ce que j'ai parlé ce matin. Et il y a le processus Paris-Oslo qui marche aussi pour les aspects des forêts. Mais il y a deux choses qu'il faut préparer très bien. Il y a l'avancement de technologies et les méthodes pour partager les technologies. Et aussi, il faut les méthodes acceptables d'un point de vue international pour mesurer les émissions. Alors, je proposerai qu'il y aura, il faut accélérer la préparation sur ces deux sujets. L'autre aspect que je soulignerai, c'est l'aspect de style. À Copenhague, il y avait trop de confrontations. C'était contre-productif. Et par exemple, c'est à ce moment qu'on finalise en Chine le prochain plan de 5 années. Alors, c'est le 12e. Ça devrait commencer l'année prochaine. Ça devrait être accepté cet automne. Et les aspects de confrontation à Copenhague à donner les blocages pour les gens qui ont envie d'accélérer la croissance d'un aspect avec moins de carbone. Alors, il faut que tous les participants adoptent un style de collaboration, de respect et pas de confrontation, parce qu'on a perdu du temps à cause de confrontation. Et j'ai peur que le 12e plan chinois, c'est très important comme événement, peut être un peu damaged, dommagera. Merci Nick. Second à réagir. Merci. Sur cette question. Pour la première question. Oui. Donc, en fait, vous-même, notre président Roger et moi, on a fait une petite suggestion. Donc, ça essaie de combiner un peu la justice et l'efficacité. Je crois que les deux sont importants. C'est un problème large et ça va être cher de faire quelque chose. Et donc, l'efficacité, c'est important. Mais il faut les limites pour tous les pays. Mais pour que ce soit acceptable, il faut la justice. Et la justice va coûter assez cher à nous, les riches, les pays riches. Et cela, c'est pas facilement acceptable à court terme dans les pays riches eux-mêmes. Donc, nous, on a suggéré dans quelques articles, Roger et moi, qu'on doit viser un peu plus sur l'année 2040 ou 50 et parler des allocations égales dans l'avenir. Et c'est un peu l'idée que souvent s'appelle contraction and convergence. Mais ça, je crois que ça pourrait être une perspective utile pour les négociations. Merci. Oui, juste le point qu'on a développé, je réagis puisque Thomas l'avait fait, puisque il y a 2 articles qui sont parus dans la presse où on défendait l'idée que le principe, le principe quitte naturellement de allocation par tête égale sur la planète, qui en 2050 pourrait être mis sur la table, et que alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça voudrait simplement que la procédure à mettre en place devrait être telle qu'elle part d'une idée d'égalité des droits en 2050. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on donnera des droits par tête les mêmes sur la planète en 2050, mais que c'est le principe qu'il y ait cette égalité de droits et que ça pourrait conduire à un déblocage de la situation vis-à-vis des pays en développement, qui pourrait toujours naturellement revendiquer l'idée que nous avons une dette écologique vis-à-vis d'eux. Sur la trajectoire, c'est possible. Mais s'il y avait l'idée que
qu'à long terme, on visait des objectifs d'émissions par tête un peu égalitaires. Alors c'est pas de la justice pleine. Hein. La justice pleine pourrait conduire à beaucoup d'autres considérations. Par exemple, le fait que ça pourrait être différent selon qu'on est riche et pauvre, peut-être plus pour les pauvres, moins pour les riches, ou le contraire, j'en sais rien. Qu'il y ait des intensités énergétiques, que ça pourrait dépendre de l'exposition au climat. Mais c'est une idée simple qui, si elle était mise dans l'arène politique, pourrait recueillir un succès. Vous allez me dire un succès facile, mais ce succès facile pourrait quand même être intéressant parce il pourrait un petit peu changer ce qu'on observe aujourd'hui, quoi, qui est, je me tourne vers Jean parce que c'est l'effet de cliquet sur lequel on avait travaillé ensemble, quoi. Des raisons pour lesquelles les pays développement n'acceptent pas des solutions apparemment généreuses aujourd'hui, c'est très simple, c'est parce qu'ils comprennent bien qu'il y a un effet de cliquet et que s'ils sont très bons aujourd'hui, on va leur donner demain des objectifs beaucoup plus grands. Donc je crois que l'idée qu'on se met d'accord sur le long terme, sur les principes d'organisation de long terme, que ce soit des principes égalitaires, c'est une idée un peu utopique, mais comme il faut bien un peu d'utopie. Si on veut que les politiques climatiques réussissent, ça ne se fera pas sans nuit du 4 août, sans générosité. Alors, il faut de la générosité, il faut pas de l'angélisme. Donc, je crois qu'il faut essayer de trouver un chemin entre les deux. J'ai quitté mon rôle de président, mais bon, je repasse à Jean. Pardon. Oui, je dirais deux choses. Déjà, je voudrais revenir un peu à un principe de réalité. Et deuxièmement, je voudrais recentrer un peu le débat. Sur le principe de réalité, je pense effectivement, comme dit Nick, qu'il faut plus de respect et plus de confrontation. Je pense aussi qu'il faut aussi prendre les promesses pour qu'elles sont. L'évidence empirique montre, et il y a eu des tas de promesses qui ont été faites à Kyoto, il y a des promesses qui ont été faites dans beaucoup d'autres domaines qui ne sont jamais tenues. Ceux d'entre vous qui êtes français, vous avez pu vous amuser lors de la taxe carbone de voir nos politiciens et nos concitoyens faire des tas de considérations et de promesses qui ne sont jamais tenues, etc., etc. Dans le domaine international, il est clair que les intérêts nationaux vont toujours dominer, quoi qu'il arrive. Et si je veux vraiment caricaturer et vraiment provoquer un petit peu, je dirais qu'il faut arrêter la diplomatie des bisounours. Les bisounours, d'ailleurs, ont été écartés de Copenhague. Ils n'ont pas été à la table de négociation, comme vous le savez. Et je pense qu'il faut simplement revenir à une diplomatie plus ordinaire, avec confiance vis-à-vis des autres, mais savoir que les promesses, en général, sont faites pour ne pas être tenues. Quand même, c'est quand même un principe de base. Deuxième chose, la cohérence. Je pense qu'on manque de cohérence sur le principe des négociations. Le message économique est très clair. Je pense dans l'ensemble, on peut discuter sur les détails. Nous, économistes, discutons sur les détails, mais je crois que le message est très clair, comme celui qui est ressorti du papier de Philippe, par exemple. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et c'est pas du tout là que se passe la négociation. La négociation se passe sur des choses sur des choses assez inefficaces. Les négociations sectorielles qui favorisent les lobbies, qui favorisent les écarts de prix, etc. Où la compensation, au lieu de se passer, d'affronter directement le fait qu'il faille compenser les pays émergents, les pays sous-développés, les aider, on passe par des procédures complètement inefficaces et qui ne marcheront jamais, comme les MDP. On fait tout, alors le message de l'économie est tellement simple, si on recentrait déjà la discussion, ça serait quand même déjà beaucoup plus facile. Alors je dis pas que ce serait facile, ça serait quand même assez difficile, mais là on complique les choses de façon excessive. Merci Jean, il y a du débat, c'est ce que je souhaitais. Henri. Du fond d'un bureau d'universitaire dans un centre de recherche, n'étant pas à Copenhague ou n'étant pas directement conseiller les personnes qui vont négocier, je puis donner une impression d'ensemble quelqu'un d'informé par ce qu'on entend par la presse, et la demande de Roger de suggérer ce qui me paraît important au point de vue de ce que l'on pourrait faire comme initiative diplomatique à court terme. Non, pas possible de me placer dans la perspective de 2050, tout en comprenant les principes que tu viens d'évoquer, Roger. Je me dis pour l'immédiat, ou dans la perspective de Cancun, et après cela, j'étais très heureux d'entendre tantôt Nick Stern décrire l'accord de Copenhague comme quelque chose de concret. Non, concret, ce n'est pas peut-être le bon terme, mais comme un progrès.
Et parce que quand on regarde vraiment le contenu et ce qui a suivi, chose majeure, les déclarations faites par les pays du montant des émissions qu'ils décideraient volontairement de faire et qui aujourd'hui atteignent un pourcentage qui a été cité, qui est fort important. J'ai l'impression que la recommandation générale ou le souhait général en matière diplomatique, c'est que pour l'avenir, on maintienne autant que possible et de manière rigoureuse les structures du protocole de Kyoto, en préserver en particulier le schéma Cap and Trade, comme on l'appelle, et parce qu'il n'est sans doute pas parfait, mais il a des mérites logiques, il a des justifications dans notre discipline de la science économique, et les autres n'ont pas prouvé du tout les mêmes qualités. Je crois surtout dans ce cadre, le point le plus important sera non seulement d'attribuer aux pays en développement, ceux qui ne sont pas dans l'annexe B, des droits initiaux, mais surtout les convaincre d'annoncer une des références d'émission, celle qu'on appelle business as usual. Il me semble que l'un des défauts majeurs du protocole de Kyoto, c'est que les pays non annexe B, non seulement n'ont pas d'engagement, mais on ne sait même pas, et ils ne veulent pas dire eux-mêmes ce qui va leur arriver, ce qu'est leur business as usual. À ce point d'ailleurs, le fait qu'ils déclareraient, qu'on les amènerait à déclarer leur niveau d'émission business as usual, appeler ça legally binding, comme il a été posé dans une question, de transformer en une obligation, ne me paraît pas réaliste. En droit international, aucun pays ne peut légalement imposer quelque chose à un autre parce qu'il n'y a pas de loi. Chacun fait sa loi. En revanche, bien sûr, ce qui est essentiel, c'est de trouver des méthodes incitatives qui font que les pays vont faire ce qu'ils ont annoncé. Il me semble que le fait qu'il n'y ait pas d'annonce de la part des pays dans l'annexe 1 ou annexe B, selon le cas, est l'un des principaux défauts. Donc c'est là-dessus que je mettrai l'accent parmi d'autres suggestions qui viendront après. Bien, nous avons fait ce tour de table, dire que ça conduit à des conclusions extrêmement claires, mais peut-être pas le plus évident, mais je crois que ça a posé pas mal de problèmes. Moi, j'ai essayé de grouper la 2 et 3e question en une seule, c'est-à-dire recherche, que ce soit recherche technologique, quelles sont les priorités, recherche universitaire, quelles sont les priorités, est-ce que chacun peut s'exprimer là-dessus? Je peux peut-être commencer par Jean, là-dessus, ton micro est encore ouvert, Jean, donc est-ce que tu peux... Je m'excuse, j'ai oublié. Donc sur la question de la recherche technologique, bon, la réponse, je pense, est relativement simple, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas l'information, en tout cas moi en tant qu'économiste, mais je pense que les États non plus n'ont pas du tout l'information pour pouvoir dire dans quels vont être les secteurs porteurs. Comme on le sait, la politique industrielle est un peu inévitable pour des raisons politiques. Il y a encore beaucoup de décisions sur qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, et un financement de façon très non transparente. Évidemment, je préfère nettement faire ce que Philippe a proposé, c'est-à-dire de dire il y a un prix du carbone pour tenir compte de l'externalité environnementale, il y a une subvention à la R&D pour tenir compte de la propriété de la recherche. Alors maintenant, est-ce qu'elle doit être plus grande ou plus petite que celle des subventions normales sur les autres technologies? C'est une question empirique. Ceci dit, sur la recherche, il y a un problème fondamental qui est exactement le même que pour l'environnement, qui est que c'est un bien public mondial. Et donc, les externalités d'appropriabilité de la recherche existent tout aussi bien que pour l'environnement. Il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer de faire des consortia, et ce serait bien au niveau mondial pour justement éviter ces effets d'externalité. Malheureusement, la recherche est très concentrée dans certains pays, en particulier dans un pays, et c'est clair que ça va être très compliqué de faire ces consortia sans saupoudrer. Sur la recherche universitaire, moi, peut-être parce que je suis économiste, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été bien construites depuis Pigou, depuis l'économie industrielle, etc. Et il me semble que les économistes devraient continuer à faire ces recherches. Il y a quand même un certain nombre de sujets qu'on ne comprend pas.
mais aussi devraient beaucoup plus incorporer l'économie politique et la diplomatie dans leur modèle, parce que je crois que vraiment l'échec actuel, c'est pas un échec de l'économie. On sait en gros ce qu'il faut faire. On peut discuter le deuxième ordre, mais le premier ordre, on sait ce qu'il faut faire. L'échec actuel, c'est un échec de la diplomatie fondamentalement. Donc ça veut dire que nous, économistes, on met pas assez dans nos modèles tout ce qui est aspect négociation, comment faire en sorte, c'est un peu ce que disait Nick, comment faire en sorte finalement que on mette des gages de bonne volonté tout en faisant preuve de fermeté. Et comment on négocie ce genre de choses, comment on fait en sorte que on fasse un processus qui marche. Le processus onusien ne marche absolument pas. Tout le monde pouvait le prédire que ça ne marcherait pas. Donc, est-ce qu'il faut un processus à 8, à 20, je ne sais pas quoi, et puis après entraîner les autres? Bon, c'est le genre de choses sur lesquelles on peut deviner un petit peu, mais franchement, les économistes n'ont pas grand-chose à dire, et c'est là qu'est la grande faiblesse, et c'est là qu'est l'échec de la négociation. Henri ? J'embraye sur ce qui vient d'être dit. Le processus onusien ne marche pas du tout, et Copenhague, tu m'as l'air un peu pessimiste là. Mais après tout, le protocole de Kyoto, lui, il existe. Il est un produit du processus onusien. Peut-être, sans de nouveau connaître le détail de ce qui s'est passé de part et d'autre, peut-être à Copenhague, les choses ont été exagérées et que la composante médiatique était, je pense, Nick, tu pourras peut-être confirmer, était certainement 3-4 fois plus ample qu'il n'a été à Kyoto. J'ai l'impression qu'on a tout à fait exagéré, et peut-être les organisateurs des conférences ont voulu, en faisant venir combien 135 chefs d'État. Mais ce n'était pas le cas à Kyoto. Mais ça a mis beaucoup de désordre, pas les chefs d'État bien sûr, mais tous ceux qui accompagnaient le fait qu'il y avait combien 45 000 personnes étaient réunies pour de raisons diverses. Je crois que c'est de ce côté-là qu'on a exagéré. Que les économistes c'est-à-dire, je crois, oui, effectivement, nous sommes tout de même pas mal d'accord au premier ordre, comme tu viens de dire, sur ce que la chose a à dire. Il faut mieux comprendre le processus par lequel les décisions se prennent, et c'est vrai, de la connaissance meilleure des processus de décision dans la diplomatie économico-climatique mériterait de faire des progrès. Je voudrais ajouter 2 petites choses en matière de recherche. Recherche technologique, je n'y ai aucune compétence, sauf une chose, j'ai été frappé par un transparent hier, je crois, ou ce matin, qui montrait des étapes dans l'histoire de l'innovation. Et je me demande si bien davantage de connaissances de l'histoire des innovations, de ce qui les a suscitées et de la manière dont elles se sont développées ne serait pas un élément très important. De l'histoire, ce sont des faits interprétés, bien sûr, surtout dans une maison comme celle-ci, en trouvant la logique interne. Mais je me dis quand même, en théorie économique, dont nous pratiquons beaucoup d'éléments, il y a de même très peu de choses sur ce sujet, sur la notion d'innovation, proprement dite, et sont faites. Là, il y a donc une matière à réflexion importante. Je voudrais ajouter un dernier point qui est mineur, mais dont il me semble que j'ai rencontré quelques nécessités. L'adaptation a été évoquée comme un sujet au moins aussi important que l'atténuation. Je trouve que dans notre discipline, il y a peu de développement de méthodes d'évaluation de projets d'adaptation. Les actions d'adaptation se définissent essentiellement, de manière différente d'ailleurs que les réductions d'émissions, par projet. Or, l'analyse coût-bénéfice ou coût-avantage de ce type de particulier-là, de projet, n'est, à mon avis, pas comme... Bref, je souhaiterais qu'il existe un manuel d'application de l'analyse coût-bénéfice au projet d'adaptation en matière climatique. Merci Henri. On va passer à Thomas et le mot de la fin sera pour Nick sur ce sujet. Merci. Je crois que nous en savons presque rien. Il y a une dizaine de gaz, il y a un millier de secteurs, il y a toute l'économie, il y a un univers de technologies possibles. On pourrait trouver les méthodes qui nous sauvent du réchauffement dans l'inattendu, en fait. Donc, pour nous, pour les économistes, je crois que nous devons faire la recherche sur et essayer de mieux comprendre les dynamiques et l'acceptabilité par exemple, des méthodes comme le taxe sur le carbone,
dont nous en avons besoin. Il y a besoin des instruments de politique très généraux, juste parce que toutes les technologies dont on a besoin peuvent être nombreux. Donc, on a besoin de quelque chose qui est très général. Les chercheurs qui trouvent un alge ou un gène ou une technologie solaire ou nucléaire ou quoi que ce soit qui nous donne de l'énergie ou qui quitte le carbone de l'atmosphère ou autre chose, doivent recevoir beaucoup d'argent finalement. Et donc les instruments qui assurent ça, il faut que ce soit des instruments assez généralisés. On a besoin de quelque chose comme les taxes sur le carbone. Et c'est intéressant, ça a échoué en France. En fait, je crois que la Suède et la Norvège sont presque les deux pays qui ont des taxes plus ou moins sérieuses sur cela. Sauf dans un domaine qui est sous-estimé, je crois. Nous avons, avant les Jeux, sans le reconnaître, nous avons un taxe carbone dans le secteur transport, c'est-à-dire qu'il y a des pays, beaucoup de pays en Europe et au Japon et quelques autres pays, qui ont des taxes sur le carbone. Ils ont souvent été mis en place sans penser beaucoup à l'environnement, mais ils sont là. Ils sont très efficaces. Et on a besoin de mieux entendre pourquoi on ne peut pas copier ça dans tous les pays du monde. On aurait besoin de cela. Et une difficulté particulière, je crois que là c'est peut-être un point un peu à part, mais nous sommes un peu contents d'avoir dans l'accord de Copenhague 70 ou 80% des pays, mais un groupe de pays qui n'est pas membre, ce sont les pays producteurs de pétrole, par exemple. Eux ont des intérêts tout à fait opposés. Les politiques climatiques leur quittent la rente. Donc, ils ont un intérêt de défaire notre politique et de subventionner l'usage de carbone dans les pays, dans leurs marchés locaux. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose où nous avons besoin de plus de recherche économique pour affiner les instruments. Oui, juste deux points en commentaire avant que je passe la parole à Nick. Je suis la tarification carbone, par exemple en France, est assez élevée sur les carburants. Mais la logique économique n'est évidemment pas le problème climatique. Ça a été mis en avance bien avant. La logique économique est qu'il s'agit, enfin c'est ce qu'on disait il y a c'était la doctrine officielle. En tout cas, il s'agissait d'une tarification d'usage des infrastructures. C'est-à-dire c'était le fait que l'on circule détruit les chaussées, a des externalités négatives en moyenne, et la taxe carbone était censée refléter cette externalité sociale. Tarification, coût d'usage des infrastructures, alors de façon extrêmement imparfaite. Hein. Oui, je veux juste commenter que l'effet de taxe sur l'essence ne dépend pas de ce que pensaient les ministres. Absolument. L'effet, c'est le même. De toute façon, ça réduit. On utilise beaucoup moins d'essence en France qu'aux États-Unis. Okay. Ah, absolument. Mais maintenant, si on pense à une taxe carbone climatique, elle devrait venir en sus de la taxe carbone existante, et elle paraît relativement mince par rapport à la taxe carbone existante. Merci Roger. Sur le sujet de la recherche technologique, au commencement, il faut souligner qu'il ne faut pas penser qu'il y aura une seule technologie. Il faut, dans les mots de Chairman Mao, il faut permettre sans fleurs. Il y aura beaucoup de techniques différentes. On peut voir une partie des techniques maintenant, mais il y aura les autres qu'on ne voit pas à ce moment. Alors il faut beaucoup investir dans la recherche et développement, mais en plus de ça, il y a beaucoup de
si on peut utiliser les mots en anglais, learning by doing. Alors il faut encourager l'investissement. Et je pense en particulier du capture de carbone et stockage, parce que on peut comprendre ce qu'on peut faire, mais le défi c'est de le faire en grande échelle, en pratique, etc. C'est pas tout à fait de recherche et développement fondamental. C'est tu as dit que apprentissage par la pratique, oui. Alors, deuxième chose, du point de vue des économistes, j'ai déjà souligné ce matin, et je souligne encore une fois, c'est une question d'étude de croissance de manière de niveau de carbone faible. Low carbon growth en anglais. Ça, c'est, pour moi, ça c'est la chose la plus intéressante et la plus importante à ce moment. Parce que si on parle des gens qui sont obligés de décider sur les politiques, ça c'est la discussion pour lui la plus importante. Soit en Chine, soit en États-Unis, soit ici en Europe, soit en Inde, il faut être convaincu que ce type de croissance c'est possible, attractif, dynamique, etc. Je suis convaincu que, en vérité, il sera comme ça. Elle sera comme ça, la croissance de niveau de carbone faible. Mais il faut examiner, il faut avoir les exemples, il faut théorie, macro et micro, et il faut collaborer avec le secteur privé pour avoir les exemples. Et pour moi, ça c'est la chose la plus importante. En même temps, il faut comprendre que la croissance comme business as usual, la croissance de niveau de carbone élevé est un échec. Ça ne peut pas durer pour les raisons qu'on a discutées. Alors, il faut... de temps en temps, les économistes utilisent une seule perspective, c'est de croissance en long terme. C'est de long run growth. Et on dit que les effets de changement climatique sont une perturbation, mais au profond, on peut continuer avec croissance comme business as usual. Et pour moi, il faut comprendre, il faut la recherche, il faut comprendre d'une manière très claire que ça sera impossible. C'est comme Mark Twain a dit, et je suis obligé si c'est Mark Twain, je suis obligé d'utiliser anglais pour un moment. Il a dit que if you are a man with a hammer, then everything looks like a nail. C'est pas en français. Si on est... Si tu as un marteau, tu crois que chaque chose est un clou. Pardon. Oui. Si tu as un marteau, vous pensez que chaque chose est un clou. Et de temps en temps, nos modèles de long run growth, c'est un peu comme ça. Ça, c'est un problème de transition, de changement, un problème de moyen terme, de 3 ou 4 décennies. C'est pas pour moi un problème de growth, de croissance de long terme. Il faut comprendre les transitions ici. Ça, c'est le sujet. Alors, à la fin, pour les taux de discount, il faut, pour moi, il faut souvenir ce qu'on a été déjà découvert. Il y a la théorie de l'économie publique moderne. Ça a duré pour 40 ou 50 ans.
À mon avis, le sujet, c'est assez bien compris. Même 60 ans, un malin vaut les taux discount dans les modèles avec plusieurs biens, avec le travail de Jim Merlis et les autres, il y a 40 ans, sur les problèmes qu'on a beaucoup de types de revenus différents et on n'a pas les instruments de taxation, on a les instruments de taxation limités. Alors, il y a presque toutes les choses qu'on parle là-dedans, à mon avis. Il faut souvenir, il faut comprendre la recherche qui est déjà faite. Et à la fin, si on se souvient bien, on n'utilise jamais les mots le taux d'escompte, the discount rate. Si on se souvient bien, il y aura toujours beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de biens, beaucoup de types de revenus, etc. Alors, si on dit qu'il faut être plus de ça, peut-être on peut dire en même temps il faut être moins d'une autre chose. Merci Nick d'avoir fait allusion au taux de d'escompte écologique, au taux d'actualisation écologique. Je suis sensible. Je voudrais juste ajouter, en ce qui concerne la recherche, j'aurais éventuellement des commentaires à faire, mais je voudrais dire un point. En ce qui me concerne, il y a quelque chose que je trouve qu'on comprend mal et qui est extrêmement important. C'est-à-dire que chaque fois que je regarde un sujet dans le détail, je trouve qu'on le rencontre. C'est vraiment l'interaction entre les politiques climatiques et ce qui se passe sur les marchés des combustibles fossiles, quoi. Quelle mesure les politiques climatiques affectent ce qui se passe sur... Alors, pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on ne sait pas très bien comment se fixe le marché des combustibles fossiles. Est un des... Enfin, les marchés, qu'il s'agisse du pétrole, du charbon, ce sont les marchés les plus difficiles à expliquer. Matières premières, en général, c'est les marchés les plus difficiles à expliquer. Mais l'interaction entre les deux est absolument essentielle, bien évidemment. Si on met une taxe carbone et que ça fait simplement baisser la rente dans les pays pétroliers, c'est une bonne chose pour nous, mais c'est pas nécessairement une bonne chose pour la politique climatique. Et je trouve que la quantité de savoir qu'on a sur ce sujet est vraiment tout à fait insuffisante. J'ai quitté mon rôle de président, je le reprends pour passer à la dernière question. Une mesure utile de politique économique. Est-ce que Jean, tu veux lancer le débat? Non, parce que tu as parlé des prix et des quantités, donc moi je suis un partisan des quantités et des quotas, non pas pour les raisons économiques selon la littérature qu'avait lancée Martin Weitzman et ses successeurs, mais pour simplement des raisons d'économie politique, à savoir qu'une taxe pure c'est vraiment très difficile à mettre en œuvre. Il faut d'abord un consensus politique, rien qu'en Europe c'est pas possible. Ensuite, il faut un certain engagement de long terme sur cette taxe, qui est aussi difficile. Il faut vérifier que la taxe soit effectivement payée et pas compensée par d'autres moyens. Et il faut aussi arriver à compenser par des voies budgétaires, alors qu'avec des permis, c'est beaucoup plus facile de compenser par des octrois de permis. C'est essentiellement des raisons d'économie politique. Ceci dit, c'est pas vraiment crucial. Au niveau mondial, je pense qu'il faut des permis. Au niveau des États, après, je suis très favorable à la subsidiarité. Après tout, ce qui compte, c'est l'externalité qu'exerce un pays sur les autres pays. Et si un système de quotas payants à l'intérieur d'un pays est le mieux, à mon avis, après tout, c'est quand même au pays de décider ce qu'il veut faire à partir du moment où il réalise, il est responsable pour ses externalités. Et enfin, le dernier point que je voudrais faire, c'est quand même un peu étonnant que 13 ans après Kyoto, on ne connaisse toujours pas les externalités qui sont produites. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de système type OCO qui nous permettrait de savoir exactement combien chaque pays pollue et quel est le gradient de cette pollution, c'est-à-dire quel est l'effort qui est poursuivi. C'est-à-dire, si on veut mettre en place des mécanismes d'incitation, il faut plus vite mettre en place des systèmes de satellites et de capteurs qui au moins mesurent la pollution des pays, et après au pays de se débrouiller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci Jean, vaste question qu'on ne résoudra pas entièrement maintenant. Henri, tu peux encore élargir le débat?
Peut-être sur un tout autre point, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, un collègue jeune physicien, qui est d'ailleurs très actif dans le GIEC pour le moment, plaidait, parce qu'il commençait à parler à quelqu'un des sciences humaines, pour le fait qu'on mobilise l'opinion. Il fallait mobiliser, il est un peu lui-même militant, écolo, vert, que sais-je. Et bon, c'était il y a bien 15-20 ans. Et je veux dire, mobiliser l'opinion publique. Voilà, c'était une nécessité, pensait-il, peut-être à bon droit, vu la nature du problème. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette mobilisation, elle est pas mal gagnée. Tout de même, dans des pays comme les nôtres, une partie importante de l'opinion est motivée et mobilisée. Ceci, je voudrais le mettre en rapport avec quelque chose qu'on a entendu de Bill Nordhaus ce matin concernant le governmental free riding. Et j'ai compris l'expression en le sens que certains pays avaient comme attitude officielle par leur gouvernement de prendre certaines opinions, certaines attitudes, laissant les autres faire le job. Je crois que vous pouvez interpréter ce dont je parle maintenant. D'où la raison d'invoquer, d'une part, ce qu'il y a dans les opinions publiques et ce que font les diplomates ou les dirigeants qui se rencontrent dans des réunions comme Copenhague. N'y a-t-il pas un divorce entre les deux? N'y a-t-il pas un fossé? En d'autres termes que les délégués dans les réunions internationales qui concernent peut-être maintenant à Bonn d'ailleurs, puisque c'est en cours, est-ce que là, nos délégués gouvernementaux font-ils ce que l'opinion publique souhaite? Je ne connais pas la réponse, mais j'ai l'impression qu'il y a un écart. Bien sûr, à l'intérieur de chaque pays, il y a des partis, il y a des verts et des non-verts. Mais au niveau de la population, il me semble qu'il y a un plus grand consensus que ne le manifeste un certain nombre de dirigeants. Ce problème, constatant ce divorce, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas matière là à chercher à rapprocher davantage des choses. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci Henri, c'est une vue optimiste des choses. Thomas. Merci. Je crois que nous ne devons pas jamais en fait, perdre de vue la distribution des coûts. Il est déjà assez compliqué et mal entendu, je crois, dans les domaines simples. Moi, j'ai travaillé dernièrement beaucoup sur la distribution des coûts juste pour les taxes sur l'essence. Et la plupart des gens croient automatiquement que c'est une politique régressive. Et moi, je ne le crois pas. Par contre, je crois qu'en fait, c'est une taxe progressive, au moins dans les pays pauvres. Parce que les pauvres n'utilisent pas autant d'essence. Mais passons à des autres domaines très importants, comme l'agriculture. Je crois que c'est très, très compliqué, mais très important. Et aussi mal entendu, si la cultivation massive de biomasse, par exemple, dans les pays pauvres, entendre et peut-être aussi pouvoir modifier les conséquences distributives entre les consommateurs, les producteurs de différents types de biomasse dans les différents pays, importeurs et exporteurs, dans le court terme et dans le long terme, quand il y a eu une adaptation, parce que les prix de biomasse qui augmentent, c'est une forte incentive à produire plus, donc ça change la distribution. Alors, cela, c'est très important, c'est le plus fondamental, mais c'est mal connu, je crois. Nick? Je voudrais lier le court terme et le long terme. Et nous sommes ici à Paris, dans le cours de l'Europe. Je voudrais mettre un chapeau un peu européen, si on a le droit d'Angleterre de mettre un chapeau comme ça. Alors, j'ai très peur. Les derniers, dans le court terme, on a simultanément dans toute l'Europe les coupes de dépenses publiques et il y aura les augmentations des impôts en même temps pour les raisons que je comprends très bien. J'ai travaillé dans le Trésor en Angleterre. Ce sont les problèmes de financement public très difficiles.
Mais le problème, c'est en Europe, en total, en même temps, tous les gens font la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les problèmes de financement public sont très sérieux. Il faut reconnaître qu'il devrait être une source de croissance en Europe. Et pour moi, la source de croissance devrait être la croissance verte, les nouvelles technologies. Alors pour moi, j'ai beaucoup envie de l'Europe pourrait adopter un but de couper les émissions par 30% 2020 par rapport à 19 040. Il faut imposer les impôts pour le carbone, il faut les régulations, les standards. Et à mon avis, on peut lancer une croissance verte en Europe et on peut montrer que ça c'est la croissance du futur. Et les gens qui participent pas sont les gens qui sont désavantagés. Et il faut avoir l'exemple, il faut avoir croissance en Europe. Et pour moi, ça serait la bonne route. On peut parler un peu plus tard, pas instantanément, sur les tarifs verts aussi. Mais à mon avis, ce n'est pas nécessaire à faire immédiatement. Et comme Bill Nordhaus, j'ai beaucoup peur d'une guerre de protectionnisme de ce point de vue. Mais à mon avis, on peut attendre pour les tarifs. La chose la plus importante, c'est de lancer cette croissance verte en Europe. Merci Nick. Tu as relancé un certain nombre de sujets. J'aurais aimé réagir sur le fond parce que je ne suis pas sûr d'être entièrement d'accord sur tous les points, même si je suis pour la croissance verte. Je pense que dans le cadre d'une négociation globale, la menace d'ajustement aux frontières est pour moi quelque chose qui est important pour la négociation. Je suis un peu d'accord avec ce que disait Philippe, mais c'est un peu un autre débat qu'on pourra peut-être avoir une autre fois, mais comme tu l'as lancé. Donc, je voudrais... donc, j'en ai trop dit, et il est 13h01, donc nous avons 1 minute de retard, mais je remercie les participants à la table ronde et je vous remercie tous. Bon appétit. À tout à l'heure.